Bonjour à tous. Après cette intro sur écran noir, je vous propose littéralement une vidéo de science en direct. Ok, j'exagère. Vu la durée de la vidéo, c'est de la science sans en être. Premièrement, il n'y a pas de découverte faite dans la vidéo. Deuxièmement, il n'y a pas non plus d'invention faite dans la vidéo. Il y a juste des tests. Des tests intéressants en eux-mêmes. J'explique ce que je teste et des résultats qui sont plutôt encourageants. Et j'essaierai dans la suite de la vidéo de vous expliquer pourquoi ils me rendent enthousiaste. Ce sont des résultats encourageants et non déterminants, définitifs, grandioses, etc. Pourquoi? Parce que avant de crier victoire, il faudra faire beaucoup plus d'autres tests, les mêmes genres de tests, mais sur des types de données plus variés et dans des contextes d'exécution beaucoup plus variés que ce que vous allez voir là. Donc, ce que vous voyez dans la suite de cette vidéo n'a pas une vraie portée scientifique en soi, mais ça peut vous donner un aperçu de comment peut travailler un développeur informatique aussi bien que quelqu'un qui fait de la recherche en informatique. Il y a un petit peu les deux aspects. Alors, je ne vous dis pas que ce que font tous les développeurs ressemble à ce que vous voyez dans cette vidéo, c'est archi faux, et je ne vous dis pas non plus que tous ceux qui font de la recherche en informatique font des choses qui ressemblent à ce que vous voyez dans cette vidéo non plus. Alors, ce serait archi faux aussi. Ce sont deux métiers déjà super différents entre eux, même si parfois ils s'entendent très bien l'un avec l'autre. Et en plus, ce sont des métiers vraiment très riches, très variés, très très multiformes, multifacettes, tout ce que vous voulez. Donc, euh, ce que je fais n'est pas plus représentatif que ce que fait n'importe qui d'autre qui s'intéresse un petit peu à ces domaines-là. Niveau contenu maintenant, à quoi est-ce qu'on va s'intéresser dans la suite de cette vidéo? Eh bien, on va s'intéresser à deux structures de données utiles en programmation. La première s'appelle les tas binaires, tas TAS, hein, comme un tas de vêtements. C'est le même mot et il y a une raison à cela. Donc, les tas binaires d'un côté et les tas binomiaux de l'autre. Les tas binaires sont une structure de données archi connue en informatique. Normalement, si vous êtes programmeur, vous savez ce que c'est, vous savez comment ça se code, dans quel cas il vaut mieux l'utiliser, dans quel cas ça sert à rien. Et je précise que si vous êtes développeur et que vous n'êtes pas du tout au point sur ce genre de questions, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune honte à avoir. Hein. Bon, euh, vous avez des connaissances que je n'ai pas, d'accord? Donc je ne vais pas m'amuser à vous prendre de haut. Je veux que ce soit bien clair. Alors ensuite, il y a les tas binomiaux. Alors là, c'est pas pareil. Même chez les informaticiens, apparemment, cette structure de données est assez peu connue. Moi-même, j'ai commencé à en entendre parler il y a seulement quelques mois. C'est plus ancien, hein, mais bon, on n'est pas tout le temps au courant de tout ce qui sort dès que ça sort. Hein. Bref, je m'y intéresse depuis peu. J'ai décidé il y a quelques jours d'en faire une implémentation, c'est-à-dire d'écrire du code qui fait tourner le truc, quoi, et de tester. Pourquoi? Parce que j'ai voulu comparer les performances entre l'état binaire, que j'appellerais aussi l'état ordinaire, et l'état binomiaux. En théorie, les états binaires sont mieux pour certaines choses et les états binomiaux sont mieux pour d'autres choses. D'ailleurs, les états binomiaux ont l'air d'être réellement utiles que pour des choses très très particulières, raison pour laquelle sans doute c'est pas une structure de données très connue. Mais pour les programmeurs, c'est bon de savoir que ça existe. Bref, je disais, il y avait en principe, en théorie, des avantages d'états binomiaux sur l'état binaire et inversement. J'ai voulu vérifier par la pratique. Et on obtient dans la vidéo des chiffres qui, je le répète, à défaut d'être réellement déterminants, définitifs, etc., sont intéressants. Voilà, voilà. Bon. Je vous conseille de lire la description de la vidéo, ne serait-ce que parce que si vous voulez en savoir plus sur les fonctionnements d'états binaires ou d'états binomiaux, eh bien, j'ai fait une ou plusieurs vidéos sur le sujet. Je mets aussi un lien vers une vidéo sur laquelle on me voit coder intégralement de quoi manipuler des tas binomiaux
C'est pas triste, ça dure 6 heures. C'est long, c'est un débogage à s'arracher les cheveux. J'en ai vraiment bavé pour faire ça. Et surtout, c'est une vidéo sans son, hein. Donc, en fait, je, je mets la vidéo juste pour que vous puissiez avoir une idée en voyant des petits bouts du temps que ça prend de juste faire ce genre de choses. Mais en soi, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas une vidéo pédagogique, il n'y a aucune explication. Il y a juste un gars qui souffre à essayer d'écrire du code qui est un peu trop difficile pour lui à écrire. Cela dit, j'en suis venu au bout quand même. À bout. Bref, maintenant, on va peut-être rallumer la lumière et passer aux choses sérieuses. Bon visionnage. Ah, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous pensez que cette vidéo en mérite un. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais comparer la performance des tas dits binomiaux aux tas ordinaires, qu'on appelle souvent les tas binaires parce qu'ils ont une forme d'arbre binaire. Les tas ordinaires sont ceux dont on vous parle quand vous faites des études informatiques. On s'en sert notamment pour trier des données, le fameux tri par tas, mais aussi pour gérer des fils de priorité ou pour des tas d'autres choses probablement. En pratique, on peut avoir besoin de fusionner deux tas. Personnellement, j'ai jamais eu à faire ça, mais j'imagine que ça peut arriver. Et si on se sert de tas binaires, la fusion va se faire en temps n log de n. Si vous vous souvenez comment fonctionnent les tas binaires, c'est facile de comprendre pourquoi c'est n log de n et pas autre chose. Les tas binomiaux sont un autre type de tas, beaucoup plus compliqué à programmer. Je m'en suis aperçu hier, j'ai transpiré comme ça m'arrive pas souvent. Et en plus, ils sont moins compacts en mémoire que les tas binaires, puisque les tas binaires, on peut les représenter à l'aide d'un simple tableau, je vous le rappelle. Et en plus, pour certaines opérations, la complexité algorithmique est plus élevée pour les tas binomiaux. Par exemple, regardez quelle est la valeur du plus petit élément du tas sans le supprimer. Ça se fait en temps constant pour l'état binaire, mais en temps logarithmique seulement pour l'état binomiaux. Mais là où les tas binomiaux sont, paraît-il, géniaux, c'est que la fusion de deux tas binomiaux, ça se fait en temps logarithmique, pas en n log de n, mais en log de n tout court. Et ça, c'est génial. Vous vous demandez peut-être comment c'est possible. Alors, sachez que je suis en train de préparer une vidéo qui explique dans le détail comment fonctionnent les tas binomiaux. Quel type de structure de données est-ce que c'est, comment on peut programmer une insertion ou une suppression dans ce tas, etc. Je prépare une vidéo là-dessus, elle n'est pas encore sortie, je ne sais pas quand elle sortira, vous verrez bien. Et je parle bien d'une vidéo pédagogique dans laquelle on explique tout tranquillement. Par ailleurs, hier soir, et là je parle le lundi 14 octobre 2024, hier soir, j'ai implémenté un module de tas binomiaux en pur C. Et ça a été un calvaire. Vraiment, niveau débogage, ça a été infernal. Il faut dire que c'est la première fois que j'essaie de coder ce genre de structure de données. Donc, je me suis bien amusé, vraiment. Et j'ai filmé, ça dure 6 heures. J'avais enregistré du son, mais au final, j'ai enlevé le son. Pourquoi? Parce que pendant les 6 heures, en gros, pendant 1h30, on m'entend expliquer les choses calmement parce que ça se passe encore bien. Et après, on a des moments où je gueule, où je me plains, tellement le débogage est horrible, et des moments où je réexplique des choses calmement, mais cette fois de façon beaucoup plus clairsemée, dispersée dans le temps. Il y a de longs silences pendant que je mets des petits détails au point. Bref, ça faisait une vidéo finalement inaudible, donc j'ai complètement viré le son.
La vidéo en question, 6 heures sans son, elle est sur ma chaîne Code Wizardry. C'est sur cette chaîne que je mets mes vidéos sans son, même s'il y a aussi certaines vidéos avec son qui sont publiées sur la chaîne en question. Il y a le lien vers la vidéo en question dans la description de celle-ci. Vous pouvez aller regarder si vous voulez un petit peu par curiosité, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Je veux dire, la vidéo de cours que je vais préparer sur le sujet sera beaucoup plus courte, elle aura du son et elle sera beaucoup plus propre. Vous pourrez faire vos propres implémentations d'états binomiaux si vous en avez l'utilité. Alors, j'avais pas tellement l'utilité de cette structure de données. Euh, je lui en trouverai peut-être une à l'avenir. Je me suis quand même enquiquiné à faire ça. C'est juste un petit défi que je m'étais jeté, que je m'étais lancé à moi-même comme ça, parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas exercé juste à ça. Implémenter une structure de données ou un type d'algo nouveau pour moi, juste pour voir si je m'en sors encore. Bref. Donc aujourd'hui, on va faire des petits tests de performance dans lesquels on va comparer ces tas binomiaux aux tas binaires classiques. Donc, je vais commencer par réexécuter le programme que vous avez là, qui était celui que j'ai obtenu au bout de 6 heures hier soir. Donc là, ça c'est juste un main de test. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc on crée un tas vide, donc de type tas binomial. Hein. Ensuite, on va insérer 2 500 000 éléments dedans. Alors non, pardon. On a une boucle qui s'exécute 2 500 000 fois. À chaque fois, on tire un nombre aléatoire entre 0 et 100, et s'il est plus petit que 12, autrement dit, ça se produit dans 12% des cas, ou un peu moins parce qu'il y a 101 valeurs possibles. Bon, vous voyez l'idée. Dans environ 12% des cas, on enlève le plus petit élément qui se trouve dans le tas à ce moment-là, et dans les autres cas, on insère un nouvel élément. À quoi ressemblent les éléments? Ce sont des points x, y, z, une structure de données bidon qui se comporte, qui est constituée de 3 floats et d'un nom qui est une chaîne de caractères classique de type char-étoile qui se termine par un octet nul. La particularité de ces chaînes de caractères, c'est qu'elles sont tirées aléatoirement. Elles ne contiennent que des lettres alphabétiques sans accent majuscule, donc de A à Z, 26 possibilités à chaque fois. Et comment dire, la probabilité que la longueur de la chaîne soit supérieure ou égale à un n donné est égale à 2 tiers puissance n. Voilà. Donc ce sont des chaînes dans lesquelles les chaînes courtes sont surreprésentées. Plus une chaîne est longue, moins elle a de chances d'apparaître. Bon, je sais plus pourquoi au départ j'avais fait ça, parce que ce genre de type de données bidon.xyz, je m'en suis servi aussi dans plein d'autres tests ces derniers temps. Bon, bref. En tout cas, l'idée c'était d'insérer dans l'état autre chose que un type atomique ou juste une chaîne de caractères ou juste un point x, y, z avec rien d'autre. Bon. Et la fonction de comparaison, que edita dit ordre, la fonction de comparaison, c'est celle-ci. Voilà, elle compare pas juste un nombre entre deux points x différents. Elle compare d'abord le nom, et dans le cas où dans l'ordre alphabétique le nom serait le même, elle va aller ensuite comparer x, y, z dans cet ordre. Bref, donc dans un premier temps, on a cette boucle à 2 500 000 itérations qui fait ça. Ensuite, on précise combien il y a d'objets insérés dans le tas à ce stade. Et ensuite, on va le vider. Voilà. On va vider, on prend le plus petit objet et on le supprime. Bon. Voilà. Et quand le tas est vide, on arrête le programme. Et ça, on va voir combien de temps ça va mettre à s'exécuter. Alors, je peux avoir des durées différentes quand je fais ça sans tourner une vidéo en même temps, mais les tests que je ferai en tournant des images, ils sont faits dans les mêmes conditions, donc on peut les comparer entre eux. Donc, première exécution. Alors, on devrait avoir quelque chose quelque part entre 20 et 30 secondes. En tout cas, c'était comme ça hier soir, à la fin de mes 6 heures de code complètement fatigantes.
C'est pas plus mal que j'ai supprimé le son, hein, parce qu'en gros, au bout de 2 ou 3 heures, on sent que, en plus de l'énervement, je suis dans un niveau de fatigue assez... Ouais, parce que j'ai fini autour de 3 heures du matin, si j'ai bonne mémoire, et c'est pas comme si j'avais pas eu auparavant une journée de travail normale, malgré le fait qu'on était dimanche. Bref, donc là, vous avez vu, on est à plus de 28 secondes. Autrement dit, on est autour du max de ce que je vous avais annoncé, mais c'est normal. Vous remarquez au passage que pendant son exécution, le programme a appelé plus de 71 millions de fois la fonction malloc, la vraie malloc, hein, pas ma memory alloc à moi, la malloc des bibliothèques standards de C. Et maintenant, je vais... alors, attendez, on va noter ça au fur et à mesure. Dans cette vidéo, on ne va pas faire suffisamment de tests différents pour que les résultats aient une valeur scientifique, mais c'est des petits indices de ce qui se passe pour qu'on comprenne un peu où on va. Donc, allez, on a dit test 1, c'est quoi? C'est insertion, c'est 2 500 000 itérations de 12% des cas supprimer le plus petit élément, chose qui se fait en log de n dans le cas d'état, qu'ils soient binaires ou binomiaux, et le reste du temps, donc 88%, ajouter un point .xis aléatoire. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que j'entendais par point .xis aléatoire exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vide le... Voilà. Alors, comme ce module qui gère des binomiaux, je ne suis pas encore certain qu'il est correct parce qu'il existe que depuis hier, je vais ajouter une précaution. Donc l'idée, ce serait de vérifier à chaque fois que l'objet qu'on vient de sortir du tas, dans la deuxième boucle, il est plus grand que son prédécesseur. En tout cas, il ne faut pas qu'il soit strictement plus petit dans l'ordre. Ils peuvent être égaux éventuellement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tac. Ensuite, on en prend un autre, je vais appeler V. Et si jamais U est strictement supérieur à V, il y a un problème. Ça va se remarquer comme ça. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On continue l'exécution du programme le plus normalement du monde, mais on signale une erreur. Et j'espère que le cas ne se produira pas du tout. Donc, anomalie dans l'ordre des objets retirés du tas. Voilà. Alors déjà, je vais... alors oui, et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait U reçoit V, évidemment. Donc, en fait, ici, il faut déconster le U. Ok, donc je vais re-exécuter finalement avec juste ce changement. Je pense que sur le temps d'exécution, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, j'espère vraiment qu'on ne verra pas afficher le message anomalie, parce que sinon, je vais me sentir un peu... Hein? Ah ouais, là, c'est fou, là. Attendez. Ah oui, 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 il faut pas le remover tout de suite. Ah oui, ah bah non. En fait... Oh, mince. Oh, mince. Ah là là. Ah ouais, mais non, mais non, mais non, mais non. Comment on fait, là? Attendez. Bon, carrément une sec faute, mais je vois pourquoi. Alors, on prend le U, on le sort du tas, mais il est toujours en mémoire, donc je peux comparer U et V.
Ensuite, je dis que U c'est V, mais si je fais ça juste après, bah oui, il est remove de du temps, mais c'est pas grave. Là, je pense que ça va aller. Alors, je le redis, je m'attends pas à une... Bah, c'est un gag, là. C'est un gag. C'est un gag. Ok, je suis en PLS. Bon, ça va partir dans le même genre d'enfer qu'hier soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais non, mais ça le supprime. Oh là 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 là. Ouh, alors attendez, attendez. Oh, aïe 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 aïe. Comment? Oh, mais non. Je comprends le problème. Quand je fais appel à remove, ça le supprime. On va donc le supprimer à la main. Il y aurait d'autres façons de régler ça. Bon. Oui, mais ça le supprime du tas, mais ça le désalloue aussi. Voilà, parce que si je veux le récupérer en le supprimant du tas, bon, attendez. Voilà. On va faire, soit je le supprime à la main, soit je fais ça. Non, il faudra le supprimer à la main de toute façon. Donc, je prends un premier élément du tas en le supprimant du tas, mais sans le désallouer. OK. Ensuite, je fais pareil avec le suivant. À ce stade, ils sont tous les deux en mémoire. Je vérifie qu'il n'y a pas d'anomalie. Pour l'instant, des anomalies, il n'y a que ça. Oui, vous pouvez rire en toute confiance si vous voulez. Et alors ensuite, il y a U qui reçoit V, mais avant, on va désallouer U. Donc je le fais ici à la main. Et là, il va râler un destructeur générique, juste parce que j'ai eu la flemme d'en écrire un spécifique, alors que pour le coup, ce serait utile aussi. Bon, donc rappelez-vous, on avait 28 secondes et demie en gros. Là, il y a la vérification qu'il n'y a pas d'anomalie dans l'ordre des objets. En plus. Ah, il y a peut-être un dernier élément que j'oublie de supprimer, oui. C'est pas bien grave, c'est une fuite de mémoire qu'on va corriger. Parce que, ouais, à ce stade, il faut resupprimer U. Resupprimer le dernier U. Décidément, il y a des ratés alors que je pensais que ça allait être simple, ça. Bon, on est encore autour de 28 secondes. Ça a l'air un peu plus court alors qu'on fait plus d'opérations, mais il y a tellement de paramètres qui entrent en compte, notamment ça dépend des autres processus qui sont en train de s'exécuter. Euh, J'en tire rien de concluant. Même si c'est pas impossible que le code soit réellement un peu plus rapide en exécutant ça en plus. Parce que je suis incapable de vous dire quelles sont les optimisations que le compilateur fait ou ne fait pas dans le détail, hein. Je ne peux pas vous dire dans le détail, je ne saurais même pas dire à peu près. Bon, donc là, on est OK, on est toujours... Ah ben, ça baisse encore. On a 27 secondes et demie. Bon, alors, on vide le tas. Donc premier essai, c'est avec l'état binomiaux et avec un tas binomial et sans memory pool. Je le précise, on va noter, j'ai presque envie de mettre 28 secondes parce que ce serait un peu une valeur moyenne ou médiane dans l'affaire, mais je vais prendre le dernier test en date. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser,
Ça m'arrangerait de prendre 28,5, ça m'arrangerait de prendre plus. Vous allez comprendre. Bon, donc maintenant, on va là et on va ajouter les memory pools. Vous voyez, j'ajoute juste ce dièse define dans mon code. Si vous n'avez jamais entendu parler de memory pool de votre vie, sachez que j'expliquerai un petit peu ce que ça veut dire aujourd'hui. Alors, on fait peut-être un appel de trop à remove small object vu la façon dont le code est écrit. Je m'en fous, c'est pas grave. Je teste les performances là. Et là, si on n'a pas un temps d'exécution plus court que 27 minutes et demie, 27 secondes et demie, je me sentirais très bête. Sauf qu'avant même que j'ai le temps de terminer cette phrase, on est à 19 secondes 6. Donc, deuxième essai, toujours avec l'état binomiaux. On a dit 19,6. Calculez vous-même le pourcentage de temps gagné. C'est énorme. C'est gigantesque. J'ai juste modifié une ligne de mon programme, j'ai mis ce define. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus. Quand on fait des allocations de mémoire, vous savez sans doute qu'il vaut mieux allouer autant qu'on peut par gros blocs. Pourquoi? Parce que toutes les structures de données dans lesquelles il y a un grand nombre d'allocations mémoire de petite taille, complètement anarchiques, parce que on en désalloue certaines et pas d'autres, et donc quand on realloue, ça remplit les trous, mais peut-être n'importe comment, blablabla, blablabla. Bon, ça peut vite faire perdre en performance à un logiciel. Déjà, le fait d'appeler en permanence malloc ou quelque chose d'équivalent selon le langage ou les langages dans lesquels vous codez, eh bien, ça plombe le temps d'exécution parce que, par exemple, un appel à malloc, le malloc des bibliothèques standards, ça répond pas en temps constant, hein. Et en plus, il y a un problème de localité mémoire, c'est-à-dire que quand vous avez plein de petits blocs alloués et désalloués un peu partout, ça fragmente la mémoire, ils sont très espacés éventuellement entre eux. Donc, par exemple, ça permet pas facilement de profiter des caches, etc. Donc, les informaticiens qui s'intéressent particulièrement à ce genre de problématiques, et dans tout un tas de domaines haute performance, il faut s'y intéresser, on se calme. Je suis pas en train de prétendre que je suis capable à moi tout seul de créer une super application haute performance. C'est pas ça que je dis. Mais je dis, dans les gens qui sont capables de bosser sur ce genre de projet, que ce soit seul ou en équipe, il faut qu'il y ait au moins quelques personnes qui s'intéressent à ce genre de truc. Bon, moi, c'est un sujet qui me passionne depuis des années. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous le savez, parce que je vous en ai assez souvent parlé. Je vous ai déjà dit que j'avais des petits résultats dans le domaine, mais qu'ils n'étaient pas forcément géniaux. Le truc, c'est que je me suis jamais arrêté de chercher à améliorer ce que je fais en la matière. Et donc, le principe des memory pools, c'est un principe très général qui peut en pratique être implémenté de autant de façons différentes qu'on peut en imaginer. C'est de dire, je vais faire en sorte, quand mon programme fait beaucoup d'allocations de petite taille, ce qui est le cas pour certaines structures de données un peu tordues comme, je sais pas, les graphes ou certaines structures arborescentes ou l'état binomiaux qui, comme je l'ai dit en début de vidéo, ne peuvent pas, contrairement au tas binaire, être implémentés à l'aide d'un simple tableau. Eh bien, quand on fait donc beaucoup d'allocations de petites quantités de mémoire, c'est bien si la façon dont notre programme alloue la mémoire
permet que ces données soient le plus souvent possible proches les unes des autres malgré tout, pour limiter les problèmes de localité. Et c'est bien aussi si, quand un bloc a été alloué puis désalloué, au lieu de le rendre au système, on peut s'en resservir dès qu'il y a besoin d'allouer un autre bloc de la même taille. On le garde sous le coude et si possible, la fonction qui renvoie ce bloc quand on a besoin de le réallouer, elle réagit en temps constant, histoire que ça soit plus rapide qu'un appel à malloc. Donc, vous vous rendez compte qu'avec ce que j'ai codé, le programme, il appelle quand même beaucoup malloc. En fait, il l'appelle à chaque fois qu'il n'a pas le choix. Mais regardez, 71 millions d'appels à malloc dans la première exécution du programme et 24 millions seulement pour notre programme qui fait strictement la même chose. Bon, faut pas s'étonner si on a gagné en temps d'exécution. Mais là, je veux dire, on a quasi gagné un tiers du temps d'exécution. C'est énorme. Évidemment qu'on n'aura pas des résultats aussi gros pour n'importe quoi. Mais, jusqu'à hier soir, parce que hier soir, ma vidéo difficile de 6 heures se termine par cette victoire-là, jusqu'à hier soir, j'avais jamais eu de résultat aussi bon. J'ai une façon d'implémenter le principe des memory pools actuellement qui combine tous les avantages, et je pèse mes mots, qui combine tous les avantages de toutes mes implémentations précédentes que j'ai faites depuis, je sais pas, la plus ancienne, elle a peut-être une bonne dizaine d'années maintenant. Voilà. Donc je suis pas en train de vous affirmer que ma solution actuelle va pas elle-même être améliorée plus tard. Mais il y a eu ces derniers jours un progrès décisif sur un truc sur lequel je bosse dans l'ombre, parce que tout le monde s'en fout et c'est normal, depuis 10 ans. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec ça? Moi qui ai envie de programmer des jeux, est-ce que certains, non pas, j'allais demander, est-ce que certains types de jeux pourraient profiter vraiment de ce genre de truc? Sûrement, mais quel que soit le type de jeu qu'on fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se servir de ça pour que dans le jeu en question, il y ait quelque chose d'assez fou, quoi. Je rappelle à tout hasard aussi que je cherche un graphiste pour créer des jeux 2D parce que pour l'instant mes graphismes je les fais moi-même et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont pas beaux. J'ai fait de beaux progrès mais c'est toujours de toute façon j'aurai jamais le niveau en illustration ou en graphisme, j'aurai jamais dans ces domaines-là le niveau que j'ai en programmation. Donc je crois que si je veux vraiment réaliser mes rêves, il faut les réaliser en équipe, il faut que ça devienne les rêves d'une équipe. Euh, bon, en même temps, le but de cette vidéo, c'est pas de recruter quelqu'un, mais je rappelle au passage que voilà, j'ai un caractère qui est ce qu'il est, et c'est pas forcément facile de travailler en équipe avec moi, mais euh, ça fait quelque temps maintenant que j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin globalement, et je sais pas, ça va peut-être servir à quelque chose. Bref, alors maintenant on en revient aux considérations strictement informaticiennes, parce que ce test que je viens de faire là, ben, j'ai envie d'en faire un autre. Rappelez-vous, on a dit la force des tas binomiaux, c'est qu'on peut fusionner deux tas en temps linéaire. N'importe quoi. Bien mieux que linéaire, logarithmique. Alors, il faut que je modifie mon main pour faire ça. Donc, par exemple, euh, on pourrait écrire, alors je pourrais faire une fonction euh, random binoep create. Voilà. Je vais lui dire 2 500 000, ça, juste comme ça. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer un binomial. Mais juste pour rigoler, le logarithme à base 2 de 2 500 000, à votre avis, ça fait combien?
Le logarithme à base 2 de 1 million et quelques, c'est 20. 2 millions, c'est 21. Si je dis 22, je suis au-dessus de la valeur nécessaire. Donc on va carrément... Mais on va gagner un millième de seconde en mettant 22 au lieu de 3 là. On va pas... c'est pas important, je m'appesantis pas là-dessus. Donc, l'idée, donc, c'est on va créer cette fonction que je vais écrire, va faire ce que je fais là, à savoir, euh, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, elle affiche l'objet count à la fin. Ok, on va faire ça. Donc, random binoep create. Attendez. Voilà. Donc, ça retourne un binoep. Random binoep create. Random binoep create. Const nombre d'itérations. Bon, ça va rester 2 500 000, alors je pourrais l'écrire en dur, mais peu importe. Donc, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je crois qu'on est bon là. Ok, voilà, et à la fin, return hash. Donc, on fait ça. Après, on va... pourquoi? Ah, mais pourquoi il y a ça? Attendez, je me perds. Je veux régler... Oui, aïe, aïe. Mais quoi? Quoi? Ah, je l'ai mis... Bon, oui, ok, allez. Je pourrais aussi déclarer tous mes prototypes de fonctions statiques en haut du point C ou insérer un point H pseudo privé, on s'en fout. Tu vas arrêter de m'embêter. Tu vas arrêter de m'embêter, tu vas arrêter de m'embêter. Voilà, là c'est unitaire. Hein. Voilà, ok. Est-ce que ça s'exécute sans warning à la fin? Je suis sceptique là. Là, j'aimerais bien avoir un temps d'exécution pas super différent que ce qu'on a eu précédemment parce que je comprendrai plus rien du coup. Alors, oh ben ça y est, on a dépassé 20. Hein. Oh, c'est moins bon. Hein. Oh là là. Hein. Bon, tant pis, ça reste quand même très inférieur à 27 ou 28, ça me va. Ça me va. Euh, alors, le problème, c'est que je ne sais pas si c'est le fait d'avoir mis ça dans une fonction qui peut entraîner une différence aussi grande. C'est difficile à dire. Au pire, je refais aussi le test précédent, je suis pas à ça près. Ok. Là, on a déjà gagné une demi-seconde par rapport à l'exécution d'avant. C'est difficile à... Je sais pas. Bon, écoutez. Par souci d'honnêteté intellectuelle, qui c'est qui rit quand je dis ça? Euh, N'en riez pas, s'il vous plaît. On va refaire l'autre. Donc là, je coupe les memory pools. Ok, on est au-dessus de 28. Bon, ça fait toujours une belle différence entre les deux. Ce que je vais faire, bon, pour moi, c'est positif s'il y a une grosse différence entre les deux en faveur de la version avec memory pool. Oui, c'est la version avec memory pool qui est... voilà. Donc,
Alors, on est au-dessus de 28. Bon, je vais arrondir à 28 et là, à 20 et demi. Voilà, c'est en gros, hein, mais voilà, il y a une grosse différence. Donc, maintenant, je reviens à mon code. Non, le main, voilà. Donc, une fois qu'on a créé notre tas, euh, eh bien, il y a deux tests possibles. Alors, ifdest test 1, ifdef test 1, on va faire le test qu'on faisait jusque-là. Et sinon, donc là c'est test 2. Voilà, donc je vais mettre un define test 1 pour l'instant. Oui, je le mets à cet endroit pour que ce soit lisible dans la vidéo. Donc le test 2, ce serait quoi? Au lieu de vider le tas élément par élément pour vérifier l'ordre et tout, ce qu'on va faire dans le test 2, c'est qu'on va créer un autre tas de ce genre, exactement de la même façon. À la limite, je pourrais le faire plus petit ou plus grand. Plus grand, ça va peut-être entraîner des temps d'exécution problématiques. Je vais le faire beaucoup plus petit, par exemple 800 000. Voilà, alors il ne faut pas lui donner le même nom, on va l'appeler H2. Et ensuite, je vais appeler une fonction. Oh, tac, une fonction magique qui est la fusion de deux tas binomiaux. Et ça s'exécute en log de n et c'est magnifique. Les types qui ont inventé ça sont super forts intellectuellement, moi ça m'épate. Voilà, donc à l'issue de cette fusion, en principe, H2 est vide, voire détruit, et, H, par contre, il contient la fusion des deux. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on destroy H hein, quand même, parce que voilà. Et donc là, dans le test 2, je veux tester la fusion de deux tas binomiaux. Alors, le programme ne va pas mesurer finement le temps d'exécution juste de la fusion. On va juste faire le total, création et fusion. Et après, on fera pareil pour des tas non binomiaux. Et on verra si, pour la fusion, les tas binomiaux sont effectivement plus rapides. Bref. Alors, je ne sais pas si ça va compiler du premier coup. Pourtant, là, je suis en define test 1 pour l'instant. Oui, le mot now, il sert plus à rien. Je sais même plus pourquoi je l'avais mis hier soir. Ok, bon, on est toujours entre 28 et 30. Et maintenant, test 2. Et là, ça me ferait chier si on devait constater un segfault ou je sais pas quel autre problème à l'exécution. Oh, bah oui, là fatalement. Binomial merge, ça n'existe pas. C'est binohep merge. J'explique toujours l'anglish aussi bien. Qu'est-ce que t'as? Oui, c'est moi, c'est moi. On fusionne pas H avec lui-même. D'ailleurs, faudra... Attends, j'ai problème de documentation. J'ai oublié de préciser ça. Et il faut que H1 soit différent de H2. On ne fusionne pas un tas donné avec lui-même. Une précaution à prendre dans mon code. Vérifier qu'on n'est pas dans ce cas quand on appelle la fonction. Maintenant, tu compiles et tu t'exécutes. Tu plantes si tu veux, mais tu t'exécutes. S'il te plaît. Alors, le premier tas est créé. Le deuxième, il est beaucoup plus petit. On s'y attendait. Bon, il n'y a pas de plantage. Ça prend 9 secondes. Alors, attendez. Ce résultat est déjà hyper intéressant en lui-même.
c'est beaucoup plus vite, parce que la première partie, qui est la création des deux tas, elle est à peu près aussi longue que tout à l'heure. Mais on vient de voir déjà avec rien que ce test que la fusion des deux tas est effectivement beaucoup plus rapide que de parcourir tout un tas entier. C'est ce genre de magie, c'est à ce genre de magie qu'on pouvait s'attendre avec les tas binomiaux, mais hier soir, j'ai pas eu la patience de tester ça en plus à la fin de la grosse session de code que j'ai fait. Donc, test 2. Alors, un tas 2 500 000 est créé. Un autre euh, est créé de la même manière, est créé façon test 1. Un autre est créé de la même manière, mais de taille 800 000. Et les deux tasses sont fusionnées. Ok. Bon. Alors, je voudrais revoir un autre petit détail. Il n'y a plus le moindre warning à l'exécution parce que c'est important pour les chiffres que j'ai notés là et là. Et même là. Hein. Ok. Bon. Alors. Maintenant. Donc. On va faire comme tout à l'heure. Premier essai avec BinoHep et sans memory pool. Et deuxième essai avec BinoHep et avec memory pool. Donc, sans memory pool, on est à 9,06 secondes. Ok. Deuxième essai avec les memory pools. Alors je vais mettre les memory pools et je vais même ajouter ça parce que on va peut-être pouvoir faire un peu de fine tuning qui permet d'améliorer encore leur performance. Alors, on est à moins de 9 secondes. Est-ce que là... Ah ah. Alors, beaucoup de cellules de mémoire de différentes tailles. Alors attention, quand vous voyez pool 2, ça ne veut pas dire que c'est des cellules qui font 2 octets. Hein, c'est plus compliqué que ça. J'entre pas dans les détails. Là, il n'y a pas 100% de recyclage. Ça veut dire que je peux améliorer mes performances en prenant ces chiffres-là. Donc vous allez voir ce que je peux faire ici. Je peux, au début de l'exécution de mon programme, préallouer certaines cellules. Alors, il m'en faudrait 2 200 000 en gros. Ici, là, on va en mettre 550 000. Voilà. Oui, parce que grâce au memory pool stat, mon programme est capable de me dire de lui-même quelle quantité de données préallouées de différentes tailles je peux prévoir si je veux augmenter encore la vitesse d'exécution. En tout cas, c'est théorique. En pratique, ça a très bien marché dans ce que j'ai fait hier. Alors, c'est 5 064 000, donc je vais mettre 5 200 000. Là, il manque un zéro, ça ne va pas le faire. Voilà, voyons. Mais c'est trop beau. Et là, on a 100% de recyclage pour les cellules nombreuses. Les pas nombreuses, elles sont peu recyclées, je m'en moque. J'ai peut-être tort, ça me ferait peut-être gagner 2 millièmes de seconde de plus, je ne veux pas savoir. On a déjà quelque chose qui est très impressionnant. Hein. Pardon. Hein. Ouais, désolé. Ça fait vraiment longtemps que je travaille sur les memory pools et je vous le redis,
c'était pas évident jusqu'à il y a très peu de temps d'avoir des résultats vraiment probants. J'ai eu raison de m'entêter. J'ai eu raison de m'entêter. Alors, 7, je mets 7,7. Voilà. Alors certes, ce sont des memory pools avec fine tuning fait à la main. Sans ça, on était à 8,439. C'était plutôt pas mal. Voilà. Alors par contre, alors attendez, c'était plutôt pas mal parce qu'il y avait quand même beaucoup de cellules préallouées, même s'il n'y en avait pas assez. Mais regardez, si je préalloue rien, là au contraire, j'ai les performances qui chutent. Et ça devrait même être plus mauvais que sans les memory pools. D'où l'idée que, voilà, mais c'est plus mauvais que sans memory pool. Donc l'intérêt de ma façon actuelle de bosser avec les memory pools, c'est que je lance sans rien préallouer, mais je mets mes memory pool stats pour que le programme soit capable de me conseiller lui-même les bons réglages. Et après, j'affine les réglages petit à petit en faisant ce genre de test régulièrement. Et au bout d'un moment, on arrive à un truc qui, en termes de rapidité d'exécution, fait péter les scores. Voilà. Bon, alors, dans les sujets sur lesquels je serais peut-être, là c'est peut-être, je promets pas, amené à faire de nouveau une ou deux vidéos pédagogiques dans pas très longtemps, je vous expliquerai peut-être comment fonctionnent mes memory pools actuels. Je vais continuer à les tester. Je vais voir s'ils permettent de faire des choses intéressantes sur des vrais logiciels et pas des petits programmes de test. Et si vraiment j'ai un truc costaud, je le ferai savoir d'une manière ou d'une autre au monde entier. Voilà. Est-ce que ça prendra la forme de vidéo pédagogique? C'est possible, mais je ne le garantis pas. Ça peut prendre d'autres formes, on verra bien. Bon, en attendant, on va se reconcentrer sur ce que je veux tester aujourd'hui, à savoir la différence entre tas binomiaux et tas binaires ordinaires. Donc, pour l'instant, je vais redésactiver ça. Ensuite, de ce côté-ci, je vais vérifier que j'ai bien noté 4 chiffres. OK. Donc, là, je fais une mini pause. Vous sentirez à peine la coupure dans la vidéo et on continue tout de suite. Ah, j'oubliais. Ma version actuelle des memory pools est intéressante, pas seulement parce qu'elle donne des perfs meilleurs que ce que j'avais eu jusque-là, mais aussi parce que c'est super simple à programmer. C'est-à-dire que vous voulez faire un appel à malloc, vous n'appelez pas malloc, vous appelez une fonction à moi, qui, elle, fera de fait appel à malloc dans les cas où c'est nécessaire, mais grâce au memory pool, ça ne l'est pas toujours, je le redis, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il suffit pour activer ou désactiver les memory pools de changer un define ici, et si vous avez en activant les memory pools des performances qui sont moins bonnes que 100, vous pouvez toujours ensuite activer le memory pool stat de temps en temps, parce que au fur et à mesure que votre logiciel est développé, ça convergera vers une solution optimale dans les appels de fonctions de ce genre-là. Du moins, c'est ce que j'espère. Et je veux dire, du coup, vous avez rien d'autre à faire de plus par rapport à quelqu'un qui ne se servirait pas de ces memory pools du tout, rien d'autre à faire de plus que juste ça de temps en temps si vous voulez avoir la meilleure perf possible. Donc, c'est pas juste que ça marche, c'est qu'en plus c'est facile à utiliser. Ça peut vous sembler compliqué, ça dépend du bagage que vous avez en programmation. Et sur cette chaîne-ci, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas programmeurs du tout qui passent. Hein, donc, mais je veux dire, ça peut vous paraître compliqué, mais sachez que ça l'est beaucoup moins que certaines choses que j'ai faites dans le passé, hein, des vieilles tentatives à moi de faire des memory pools. Les premiers problèmes que posaient mes premières versions, c'est que c'était pénible à utiliser pour le programmeur. C'était vraiment pénible, il fallait se poser plein de questions. Voilà. Et j'ai en parallèle d'abord réussi à faire quelque chose qui soit de plus en plus simple
à utiliser pour les programmeurs est de plus en plus puissant en même temps. Et c'est pas facile d'améliorer à la fois ces deux aspects qui peuvent en pratique être pas forcément incompatibles, mais en tout cas, les rendre compatibles, c'est pas intuitif, quoi. Bon, bref, allez, maintenant, courage, parce que pour tester ça avec l'état normaux, va falloir encore écrire un peu de code. Donc, je vais juste archiver parce que je sais qu'il va me resservir dans les jours qui viennent. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous sommes en octobre, nous sommes le 14. Donc ça, c'est BinoHep, test 1 et test 2. Allez, appelons ce fichier comme ça. Voilà. Parce que là, maintenant, on va faire un peu de grabuge dans main.c. L'idée, c'est de refaire tout pareil, mais avec des tas classiques, des hep. Et alors, autant modifier le main, ça va être assez plan-plan, assez cool à faire. Autant, mon module hep, c'est un type de tas binaire tout à fait classique, infiniment plus simple à coder que ce que je me suis embêté à faire hier soir. Le tas binaire classique, c'est un très bon exercice de programmation pour des apprentis programmeurs. Voilà. Il n'y a pas de mépris dans ce que je dis là. Hein. Je suis pas en train de dire, voilà, entraîne-toi à faire ça si tu es débutant parce que le reste c'est trop dur pour toi parce que tu es encore un gros nul. Non, 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 non. C'est pour quelqu'un qui débute en programmation, un tas binaire classique, c'est déjà super difficile à faire bien. Ça demande des mises au point parce qu'au début, vos programmes ils plantent. Hein. Bon. Alors, donc je disais, puisque les tas binaires classiques sont pas faciles à fusionner, alors la fusion est facile à écrire, on va faire ça en quelques minutes, je pense. Ils sont pas faciles à fusionner au sens où ça peut pas être aussi rapide que pour les tas binomiaux. Alors, on va ajouter une nouvelle fonction à mon vieux module hep. Ça fait bizarre, ça fait des années qu'il n'a pas bougé. Une fonction pour fusionner deux tas. Et alors, je vais faire exactement... Enfin, je vais avoir le même genre de sémantique. Oh, décidément. Non, mais je donne pas le même nom au fichier au type abstrait de données qu'il implémente. C'est pas malin de faire ça. La même sémantique, c'est-à-dire qu'on ajoute le contenu de H2 dans H1. Donc, tais-toi. Puis sans doute destroy H2. Voilà. Puis tiens, tiens voilà. Allez, on va copier ce commentaire-là. Donc, une fonction pour fusionner deux tas normaux. Donc, elle prend, allez, j'ai envie de taper binoep partout, moi. Un premier tas. Oh là là. Un deuxième tas qui est passé par double pointeur parce qu'il faut pouvoir le destroyer. Là. Allez hop, on va dans rep.c. Tac. Franchement, 127 lignes. Et encore, je ne prétends pas que j'ai l'implémentation la plus maligne. Regardez l'horreur de ce paquet de code-là. Je suis sûr qu'on peut faire ça beaucoup plus simplement. Alors, donc, fusion de deux tas. Première chose, il faut que j'accède au deuxième. Il est à cet endroit. Et dernière chose en fin de fonction, on fera une destruction purement et simplement de ça. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Bien, je ne sais plus ma primitive pour savoir si un tas est vide, c'est celle-ci. Ok. Donc, tant que le tas 2 n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un pop. Alors, prend l'objet qui est le plus petit dans le tas H2 et on l'insère dans H1.
C'est aussi simple que ça. Non, mais juste pour dire, quand je dis, attendez, quand je dis que l'état binomiaux, c'est chiant à coder, attendez. Alors, vous voyez, toujours le même problème avec le nom du fichier. Non, je veux le poincer cette fois-ci. Regardez. Regardez la tête de la fonction merge d'état binomiaux. C'est autre chose que les 5 lignes que je viens d'écrire. Et en réalité, en voyant ça, vous n'avez aucune idée de la difficulté que ça a été d'écrire ça hier soir, parce que si vous voulez voir la difficulté, il faut regarder la vidéo de 6 heures en entier et sans accélérer, mais ne le faites pas. Ça ne vous servira à rien. Voilà. Alors, tiens, je clean un peu le code parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont en réalité des lignes de code désactivées qui sont dues à mes tentatives infructueuses de faire des trucs et de déboguer. Alors, infructueuses, mais si, il y a eu une victoire à la fin hier soir. Enfin, j'ai vraiment ramé, hein, c'est pas pour me plaindre, j'adore souffrir de cette façon-là. C'est pas vraiment de la souffrance, ça s'appelle plutôt un effort, une souffrance. Bon. Voilà, alors je disais, là, en fait, c'est vilain, mais c'est beaucoup plus vilain en réalité, parce que il y a une fonction binweb merge aux et une fonction binweb tree merge, et une get next order, mais elle est toute simple, qui sont appelées dans le corps de celle-ci, et les merge aux et les tree merge, elles ne sont pas super simples. Voilà, la merge aux, elle fait ça, et la tree merge, elle fait ça, ouais, elle fait ça. Et ne vous embêtez pas à stopper la vidéo et à essayer de comprendre le code, hein. Vous pouvez, mais je veux dire, euh, attendez plutôt que je fasse ma vidéo pédagogique qui explique comment l'état binomiaux fonctionne, avec des schémas sur ardoise. Vous comprendrez le principe. Et quand on a compris le principe avec les schémas, on peut commencer à étudier le code pour essayer de comprendre ce qu'il fait dans les détails. Mais essayer de comprendre le code si on n'a encore aucune idée de comment ça marche un tas binomial, je vous le dis tout net, c'est pas la peine. C'est pas du tout la structure de données la plus simple au monde. C'est pas non plus une des pires. C'est pas non plus une des pires. Moi, les pires, à ce jour, j'ai pas le niveau pour m'y attaquer. Bon, alors, je vais juste compiler le module HEP pour voir si cette nouvelle fonction de fusion, elle fonctionne. Non, elle fonctionne pas. Oui, bien sûr, mais tiens, je vois pourquoi. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai tapé une bêtise et vous avez rien dit. Voilà. C'est pas un bino-hep, c'est un hep normal, bordel. Oh pardon, j'ai encore dit un gros mot. Il n'y a que des hep normaux dans ce module. Compile, merci. Bon, donc voilà, maintenant que je peux merger deux hep normaux, on va modifier le main. Alors, voilà. Donc, c'est pas random bino hep create, c'est juste random hep create et ça retourne un hep. Voilà. Et puis là, on a un hep. Alors, hep create, ça marche comment? Alors, on peut préallouer. Ouais, ben on va préallouer un iter, comme ça, ce sera optimal. Donc, n iter, voilà. Et puis, fonction de comparaison entre deux éléments du tas. Fun.6 compare, voilà. Ok, et on destroy jamais avec ça. Ah, ça va être chiant, va falloir vraiment le faire à la main là. Petite insertion au montage pour dire que là, il y a un long passage que j'ai coupé pour de bonnes raisons. Je viens de me rendre compte que mon module HEP, vieux de plusieurs années, ne désalloue pas lui-même les objets quand on les supprime du tas. Ils sont supprimés du tas, mais ils restent en mémoire. En pratique, il faut que le programmeur puisse faire les deux. Supprimer du tas et supprimer en mémoire, ou supprimer du tas mais ne pas supprimer en mémoire. D'ailleurs, mes binomial HEP permettent de faire les deux. Pour mes HEP, c'était pas le cas. C'est pour ça que je viens de dire, ah zut, les désallocations, faudra que je les fasse à la main dans le mail et ça m'ennuie. Alors, historiquement, c'était pas une bêtise de faire ça, parce que vu les rares utilisations que je faisais de mon module HEP, il n'y avait pas besoin.
que le module HEP désalloue lui-même les objets qu'on insère dans l'état. Et du coup, ça le rendait un peu plus léger en nombre d'instructions à exécuter et donc un peu en performance, de pouvoir me passer de ça. Mais là, au moment de tourner cette vidéo-ci, ça m'arrangeait pas, donc j'ai modifié mon vieux module HEP qui, eh bien, en une journée, a eu 2 modifs dedans, alors qu'il n'avait pas bougé depuis plusieurs années. Voilà. C'est... Oui, là, je prends 2 minutes pour juste vous dire ça, mais le passage que j'ai coupé, il est beaucoup plus long. Donc vous y gagnez. On reprend directement au moment où ça redevient intéressant. Zim boum boum tagalette pouet pouet. Dans la partie que j'ai coupée, il y a ce que j'ai dit, ce que j'ai évoqué à l'instant, mais il y a aussi des changements de nom de fonction dans les appels de fonction du main. Par exemple, au lieu d'appeler la fonction binomial hep merge, j'appelle la fonction hep merge tout court, puisque je refais avec des hep ordinaires, avec des tas ordinaires, ce que j'ai fait précédemment avec des tas binomiaux. Ça devrait en rien vous perturber, mais je le précise. Cette fois, on reprend pour de vrai. Je reviens sur ça. Donc, pour le test 1, avec hep normal, c'est-à-dire tas binaire et non binomial, 18 secondes. C'est le test 1. Je le répète, c'est normal que les bons vieux tas binaires se comportent mieux que les binohep. Maintenant, on va même pouler un petit peu, parce que ça, j'y tiens. C'est mon truc à moi. Hein. Et non, avec les mêmes poolstats, parce que tant qu'à faire, on va essayer de trouver un réglage à moitié optimal. Ne serait-ce qu'à moitié, parce qu'il faut tester du code qui fait plus de choses et sur la durée pour... Donc le chiffre va peut-être être plus mauvais tant qu'on n'a rien d'optimal. Alors, bah voilà, c'est moins bon, c'est 18,9. Par contre, là, on a des pistes d'amélioration. Donc, on va dans... J'ai plus que je fais, j'ai plus que je fais. Dans le main, on remonte là, voilà. Alors, on va réactiver ce bloc de code-là. Les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit 1 600 000, 230 000, 1 929 000. Alors, j'ai des valeurs plus grandes, donc elles sont suffisamment grandes pour qu'on ait une bonne perf. Mais si je choisis des valeurs qui sont suffisamment grandes mais petites, il y aura sûrement moins de dispersion en mémoire, d'où des perfs encore meilleurs. Alors on va mettre 180, alors 18 au début, 250, et là, 19, non, je lis quoi là? Attends, stop. Là, je lis 1 650 000. Donc, je peux arrondir largement à 1 800 000. Là, 200, nanana. Et là, j'ai 1 900 000. Hein, que je vais arrondir à 2 millions. Sûrement pas à 5 200 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Après, les autres, ils sont moins nombreux. Donc, moins. Vas-y. Donc, CETA sont compacts en mémoire. Le gain des memory pools peut très bien être négligeable. Parce que c'est pas plein de petites cellules. Sauf que les objets que je mets dedans, les points XIV, sont pleins de petites cellules. Donc si, même, on a quand même un petit gain. Voilà. C'est moins impressionnant que
que la même chose avec les bino-rep, mais c'est quand même cool. Alors, là, c'est pas bino. Donc là, avec Mempool, je passe de 18 à 16,5. Voilà. Alors, c'est petit comme amélioration. Sauf que dans le cas où la structure de données, elle n'est pas pleine de petites cellules réparties partout dans la mémoire, le gain des mempools, il peut être encore bien plus petit que ça, voire être au contraire négatif. En tout cas, c'est généralement ce qui se produisait avec mes memory pools version précédente. Quand je vous dis que ma version actuelle, elle est vraiment bien. Alors, ok. Maintenant, on va faire le test 2 avec des HEP. Le test 2, on va d'abord le faire sans mempool. Non, tu fais chier. Donc, le test 2, il suffit d'enlever ce dias define, que mon code fasse le test 2 au lieu du 1. Et là, il va y avoir du plantage, encore du je sais pas quoi, vous allez... Oh. U n'est pas utilisé. Alors, attends, on parle de quel U? Ligne 162. Voilà. C'est pas utilisé. Aïe, 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 mais je suis... ça, c'est que dans test 1. Ça changera rien au test de performance globalement, hein. Bon, allez. Bon, c'est normal qu'il y ait deux tâches. Je vous rappelle, dans le test 2, on les fusionne. Bon, il n'y a pas de plantage. Donc, il nous fait du 8,88 secondes. C'est intéressant parce que c'est très intéressant parce que finalement, c'est pas moins bien que avec l'état binomial. A priori, on perd du temps sur la fusion, mais on en gagne tellement sur le reste que si ça se trouve, voilà, si ça se trouve, c'est pas aujourd'hui que je vais vous prouver que pour les opérations de fusion, les tas binomiaux sont effectivement supérieurs aux tas pas binomiaux, aux tas binaires. Bon, alors, attendez, est-ce que... Bouf. Cela dit, c'est le même ordre de grandeur, hein, quand même. Cela dit, c'est le même ordre de grandeur. Alors que dans le cas du bino-HEP, la création des deux tas à fusionner, elle, est censée être beaucoup plus lente qu'avec le HEP. Bon, allez, on va... Voilà, tu as un résultat qui te déçoit un peu, tu peux raconter le discours que tu veux pour relativiser les choses. Le truc, c'est que, euh, voilà, il faut quand même dire que j'espérais que ça allait être plus lent. J'espérais pouvoir dire, regardez la supériorité écrasante du Minorep quand on fait la fusion. Et ben, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Alors par contre, mes résultats pour les memory pools, oui, oui, ils commencent à être bons, oui. Non mais d'abord, hein? Non mais oh, mais voilà quoi. Ok, donc là c'est moins bon et ça me surprend pas. Parce qu'on n'est pas optimal. Alors, tiens, on va. Il va falloir remettre les chiffres qu'on avait tout à l'heure, hein. Donc, 2 200 000, 320 000, on va mettre. Alors, c'est des chiffres de l'ordre de ce qu'on avait tout à l'heure. Je dis pas que c'est exactement les mêmes, je sais déjà plus. Non, là, celui-là, il était supérieur à 5 millions, hein. On va mettre 2 millions 7, allez, ouais, au pif. C'est un peu plus grand que ce qui a l'air d'être le strict nécessaire. « 8,817. Donc, hop, ok, on n'a rien gagné avec les mêmes poules. Et ce serait intéressant de comprendre.
Il y a un écart, baf. Bon, les memory pools ont un avantage écrasant, c'est-à-dire que ça se passe bien mieux avec que sans, avec les tas binomiaux, parce que dans mon code, quand je fais avec les tas binomiaux, j'ai à la fois les points XIS qui sont stockés dedans, qui sont fragmentés n'importe comment en mémoire, mais à la fois la structure des tas binomiaux elle-même l'est, alors que pour le tas classique, qui est un tableau, donc un bloc de mémoire unique, eh ben, il y a le memory pool ajoute pas grand-chose de bon. Voilà, voilà. Sur le test 1, on a quand même un gain. Sur le test 2, si vous regardez ces chiffres-là, vous pouvez vous dire aussi, mais enfin, la différence, elle n'est pas flagrante. Alors, j'ai envie, attendez, parce que je suis frustré là. Je, 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 je suis frustré. On va refaire les tests. On va refaire tous les tests avec ah ben non, il n'y a besoin que de refaire le test 2. Alors, on refait le test 2 avec 5 millions, et soyons fous, 5 millions comme taille du premier tas et 6 millions comme taille du deuxième. Voilà. Donc, on va effacer tous les chiffres là, parce que de toute façon, mais voilà quoi. Hein. Alors, premièrement, on désactive ça. On va dans main.c. Donc là, il n'y a que le test 2 qui m'intéresse, on est bien d'accord. Et je voudrais là, j'écris 600 000. Non, non, je suis un guerrier, moi, je veux 6 millions. Voilà, 6 millions, il y a bien 2 fois 3 zéros, on est d'accord. Et là, j'ai dit 5 millions, il y a 6 zéros. Voilà. Pour les poules, pour l'instant, on ne fait rien. De toute façon, là, tout de suite, ils sont désactivés. Vas-y, mon poulet, rame. Parce que là, ça va être long, l'exécution, quand même. Pas tant que ça, parce que c'est pas linéaire, hein, c'est du n, c'est pas quadratique, c'est du n log de n, hein, de tous les trucs. Donc, waouh. Tu vois, il va faire tout le boulot en 11 secondes. C'est bien. Non, quand même, ça rame là. Hein. Ah là, le tas binaire, il commence à montrer ses limites. Hein. Ah, ben tiens, tu m'étonnes. C'est que je me laisse pas battre facilement, moi. Non, mais pour ce bout-là de la vidéo, on a pris combien de rushs déjà? Ah oui, quand même. Bon. Il ramait le programme. Oh purée. Alors, 1 minute. Ah ouais, là, c'est bien, là. C'est lent. Voilà. Alors, 1 minute. Voilà. Et j'espère que les binoheps pourront faire beaucoup mieux. Le cas échéant, ça voudrait dire que pour la fusion, ils sont vraiment, vraiment plus rapides que les HEP, mais il faut vraiment avoir des millions d'éléments dedans minimum, quoi. Autrement dit, ne pas s'embêter avec des binoheps si on n'a pas besoin de fusionner des tas, et ou si ce sont des petits tas. Voilà. Donc, maintenant, maintenant, maintenant,
Je vais mettre du mempool, mais je m'attends pas à ce que ce soit beaucoup plus performant dans le cas des HEP simples, des HEP binomiaux. Et ça devrait même être plus lent tant que je fais juste du diagnostic. Oui, on a le temps, hein. Tout va bien. Ça plante pas. Pas encore. Bon, on n'a pas du tout la taille optimale et ça dure 8 secondes de plus. Mais maintenant, on va jouer avec les tailles optimales puisqu'on les connaît. Alors, il y a toujours du 2, du 3 et du 4 seulement. Ouais. Voilà, là, ce sont des poules de grande taille. Alors, pourquoi de préallouer des cellules de certaines tailles? Ça accélère grandement le truc. C'est à la fois parce qu'on choisit le bon nombre de cellules, mais aussi parce que cette fonction-là, au lieu d'allouer 2 200 000 petites cellules, elle alloue un gros bloc de mémoire qu'elle va découper en 2 200 000 morceaux. Voilà. Donc ça aide pour la cache locality, même si les structures de données qui vont se servir des morceaux offerts par cette structure-là, autant qu'elles veulent, vont elles le faire de façon complètement morcelée, fragmentée, explosée, dégueulasse, tout ce qu'on veut, mais ce sera quand même restreint à une certaine portion de la mémoire de toute façon. Alors, donc là, on a du plus de 7 millions. Allez, on va mettre 7 500 000, soyons fous. Ensuite, ici, on a et on a dépassé le million pour le pool 3. On va mettre 1 100 000. Et pour le pool 4, 8 millions et demi. Allez, je vais mettre 9 millions parce que bon, non, pas 900 000, ça risquerait d'être trop peu. Je ne sais pas si on fera mieux qu'une minute, mais j'avoue que ce serait assez cool. Parce que si mes memory pools commencent à donner ne serait-ce qu'un petit gain, même sur une structure de tas classique qui est peu fragmentée en mémoire par nature, je vais faire péter le champomis. Ce serait beau si, mettons, ça pouvait mettre moins de 56 secondes, allez. C'est pas dit, hein, parce que là, les tailles de données, elles éclatent n'importe quel cache de toute façon, quelle que soit la stratégie d'allocation mémoire. Mais j'avais dit qu'il fallait que ça fasse moins de 56 secondes. 55, c'est beau. Ah là là. 55 secondes. On gagne 5 secondes en mettant les memory pools tunés de façon à peu près optimale. On gagne 5 secondes. Mais c'est énorme, puisque la structure HEP est compacte de base, en fait. Bon, allez. Donc là, c'est pas du 8 secondes, d'accord, hein. Là, le HEP classique, il est éclaté complètement, hein. Là, il est mort, là. Ok? Il bouge plus, le pauvre. Le pauvre poulet, il bouge plus. Donc, maintenant, alors, ok. Donc,
ça c'était pas la version BinoHep, faut pas l'écraser, c'est la version Hep. Voilà. Maintenant, alors attends, parce que là, le main.c que j'ai là, je le kill. Voilà. On va reprendre l'autre version. Voilà, c'est du bricolage, je sais bien. Voilà. Je fais ça, je prends ça comme précaution. Ensuite, alors, il y avait des erreurs qui allaient pas là, des trucs pas graves, mais dans le test 1, il y avait ça. Ça, je peux enlever. Voilà, et ça aussi, c'était dans le test 1. Ensuite, même si je m'en sers pas dans ce code-là, je veux avoir mon dièse include hep h, parce que c'est comme ça. Ensuite, bon, c'est vrai qu'il y a ce test-là qui doit faire perdre du temps d'exécution dans tous les tests qu'on a fait aujourd'hui, mais c'est pas grave, puisqu'encore une fois, on compare les temps d'exécution entre eux. Ça doit durer, ça doit leur faire perdre le même nombre de millisecondes à chacun. Donc, bon. Donc, alors on a dit, alors pour l'instant, on va faire ça. Ensuite, on a dit qu'il n'y a que de refaire le test 2 qui m'intéresse, donc ça c'est bon. Et on a dit ici 5 millions. Vous lisez 5 millions? Moi oui. Allez, hop. Et là, 6 millions. Donc là, je remplace 8 par 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a 6 zéros, on est bon. OK. Bon, hein, c'était de l'ordre de la minute avec l'état anormaux. Donc la création d'état avec les BinoHep, c'est beaucoup plus long. J'ai l'espoir qu'on gagne suffisamment de temps sur la fusion pour que là, cette fois, les BinoHep soient clairement gagnants. Sinon, je serais obligé de conclure. Sinon, je serais obligé de conclure que c'est un échec, mais là, c'est un succès, putain. 31,9. J'arrondis à 32, quoi, parce que j'en ai rien à foutre. Eh, la fusion de deux tas binomiaux en log de n. Il faut vraiment que l'état soit de grande taille pour qu'on sente le gain de performance, mais il est réel. 32 secondes contre 1 minute. On va voir à quel point ça fait mieux ou non avec les mêmes poules. Donc d'abord avec les mêmes poules sans optimisation. Ça fera peut-être plus de 32, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est avec le fine-tuning ce qu'on obtient. 45 secondes, ah ouais, c'est mauvais là. Là, tout de suite, c'est mauvais. Donc, voilà. Alors là, on revient. On revient là avec nos make cells. Donc, on va mettre 7 500 000, 1 200 000,
Putain, 18 millions. Et, et après, c'est du 10 000, on touche à rien. Ok, DAC, allons-y. Là, j'espère faire mieux de 31 secondes, parce que dans un tel cas, ce serait victoire définitive à la fois pour les tas binomiaux et pour mes memory pools. Deux sujets assez indépendants l'un de l'autre en principe, mais deux victoires le même jour, ça me ferait plaisir. 24, c'est beau. C'est beau. Oh, j'en chialerai. Bon, alors, on peut peut-être gagner quelques millisecondes de plus parce que quand on a les tailles de préallocation optimales, on n'a plus besoin d'activer le memory pool stat parce que les stats que les memory pools font sur eux-mêmes, c'est du temps d'exécution en plus. C'est censé ne pas coûter grand-chose en principe, on va voir. Si je gagne rien en changeant ça, ça me va très bien, mais si je gagne encore un peu, je pourrais être encore plus joyeux. La fusion en elle-même, elle doit être extrêmement rapide parce que je redis, la partie création des deux tas avec les tas binomiaux, c'est plus long qu'avec les tas classiques. 23, 4. Allez, on a gagné 600 millisecondes. Je le note même pas, c'est pas intéressant. Mais voilà, ça fait plaisir de voir qu'on peut gratter encore un petit peu plus de perf. Voilà. Ok. Bon. Eh bien, ma session de programmation pure souffrance d'hier soir aura servi à quelque chose. Je suis très content d'avoir implémenté ces tas binomiaux parce qu'aujourd'hui, j'ai pu vérifier qu'en pratique, ils pouvaient vraiment servir à quelque chose. Voilà, je suis super content et plus ça va, plus ma façon à moi de gérer la mémoire semble intéressante. J'ai peut-être vraiment mis le doigt sur quelque chose, hein. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Mettez un pouce bleu si vous pensez que la vidéo est assez intéressante pour ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt.